Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de la laïcité. Nous allons parler des droits des patients ce soir vers une plus grande autonomie et aussi le rôle des accompagnants laïcs. C'est quoi le droit des patients? On va le voir avec nos invités que je suis ravie d'accueillir. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Jacqueline Hermance, bonjour. Bonsoir Jacqueline. Vous êtes juriste, vice-présidente de la Commission fédérale droits des patients et du comité consultatif de bioéthique. Nous avons également André Poquet. Bonsoir André. Bonsoir Cathy. Comment allez-vous André? Vous êtes madame présidente du SLP, Service laïque d'aide aux personnes. Et nous avons également Thierry Monin. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Vous êtes chargé de projet à la LUS, la Ligue usagée, Service santé, Commission fédérale des droits des patients. Donc c'est une fédération francophone des associations des patients et de leurs proches. On va commencer avec André. Pourquoi est-ce que ça regarde le centre d'action laïque, la laïcité, ce droit des patients à des soins de qualité et accessibles à tous, donc pas trop cher on va dire. Non, le service laïque d'aide aux personnes est d'abord une association constitutive du centre d'action laïque qui a pour mandat d'orienter des accompagnants laïques auprès d'usagers qui demandent un appel lorsque eux-mêmes se trouvent dans des difficultés spécifiques, des réponses à leurs questions, dans toute leur vulnérabilité, en fonction de leurs étapes de vie. Et ça, je dirais, de la conception à la mort, en passant par toutes les crises que nous pouvons vivre. La santé et plus. La santé, ici, qui est vraiment prise dans un nouveau paradigme au niveau de l'approche vraiment holistique, non pas juste être non malade, mais se vivre, travailler ensemble à la qualité de vie et comment nous, individus, on peut se positionner dans le vivre ensemble. Et c'est là que le CAL a évidemment toute sa place à prendre. Et donc, les droits des patients, Jacqueline en parlera mieux que moi, est évidemment un bâton, un lieu de transaction où visiblement l'accompagnant laïque peut aider, peut trianguler avec l'usager qui lui a demandé pour mettre sur la table ses droits, ses possibilités et l'aider à se faire mieux respecter dans ses réels choix d'existence. Pourquoi avoir organisé une journée de concertation, je veux dire, autour de ces droits des patients? Il y a besoin de taper toujours du marteau sur le clou. Alors, je pense que les droits, c'est une chose. Le cadre juridique est évidemment essentiel. Ça nous offre un cadre. Mais si ce cadre n'est pas connu par les travailleurs, par le personnel bénévole et par les usagers, eh bien, on n'arrivera pas à en faire une réalité de tous les jours et de changer ce paradigme qui est passer d'une approche paternaliste à une approche d'autonomisation de chacun de nous. Et donc, pour ce faire, aujourd'hui, on a évidemment travaillé sur la connaissance et cet après-midi, nous allons de manière plus ciblée travailler en atelier avec un public qui est très particulier. Vous avez ici dans l'auditoire des accompagnants laïcs qui enrichissent leur savoir, du personnel de terrain comme des maisons de repos et de soins qui disent « Ah, les droits des patients, voudraient bien savoir », des mutuelles, des groupes comme un forum qui ont été partie prenante parce qu'ils réalisent bien que c'est un pilier essentiel pour une qualité de soins, pour une accessibilité des soins pour tous, mais qu'avant tout ça, il faut jouer la transparence. On va reprendre alors le cadre légal qui sous-tend aussi ces journées de rencontres pour faire évoluer les choses. Avec Jacqueline Hermance. Jacqueline, vous êtes évidemment juriste, donc c'est vous qui êtes la spécialiste de ce cadre légal du droit des patients. Il y a eu deux grands moments ces dernières années ou 2 décennies. En 2002, une loi qui faisait quand même révolution à l'époque dans les mentalités et la culture des soins, et puis une loi qui évolue en 2024 avec de nouveaux textes et de nouveaux amendements. Et expliquez-nous ce cadre légal de 2002 et pourquoi est-ce qu'il fallait le faire encore évoluer? Vous allez me dire parce que la société évolue et les soins aussi. Il est exact que déjà
la loi de 2002 représentait non pas une révolution, mais un point important, un temps important pour la reconnaissance du patient qui n'est pas seulement, je dirais, quelqu'un qui est malade, mais c'est quelqu'un qui a une histoire, qui a des conceptions, etc. Et donc, déjà par cette loi de 2002, qui, par exemple, abordait la question de la représentation, par exemple, qui abordait aussi la question du dossier médical, etc., c'était déjà une évolution très importante. Mais la volonté était, après 20 ans d'existence de cette loi, de quelque peu la revisiter et accentuer certains de ces aspects. Par exemple, vers une co-construction des décisions médicales. Donc, en fait, de rendre le patient acteur au point de vue des décisions qui sont prises, mais bien sûr avec la collaboration avec les spécialistes que sont les professionnels de la santé. Donc, avec un circuit de l'information qui va du patient vers le professionnel de la santé, l'information qui donc est délivrée par le professionnel de la santé. Donc, il était important de revoir aussi certaines définitions, d'être bien plus clair en ce qui concerne la personne de confiance, le représentant, la planification anticipée des soins, la déclaration anticipée. La déclaration anticipée, par exemple, était en filigrane présente déjà dans la loi de 2002. Aujourd'hui, elle est expressément nommée. Qu'est-ce que vous appelez la déclaration anticipée ? Par la déclaration anticipée, ce que je peux formuler, c'est d'une part des souhaits dont les professionnels de la santé tiendront compte, devront tenir compte, et d'autre part des refus de traitement qu'ils devront respecter. On parle de la fin de vie, on est bien d'accord. Pas nécessairement de la fin de vie. D'accord. Cette déclaration anticipée concernant les traitements peut entrer en vigueur alors que pour un temps X, je ne suis pas en mesure d'exprimer mes volontés. Un coma, par exemple, oui. Par exemple, un accident, que sais-je, on se retrouve en situation de coma, eh bien à ce moment-là, mon document peut être utile. Donc ça, on peut tous le faire aujourd'hui et demain. Je dirais presque qu'on doit tous le faire. On doit tous le faire, d'accord. Pourquoi ? Parce que ça permet d'anticiper. Et ce qui veut dire que quand des décisions devront être prises en temps de crise, on pourra s'appuyer sur la volonté de la personne. Parfait. Cette loi donc a été signée en février de cette année, 2024. Après un long processus de consultation. Il y a eu tout le travail qui a été fait, par exemple, en commission de la santé à la Chambre, mais également une consultation beaucoup plus large. Donc, par exemple, la LUS a pu être auditionnée par rapport à l'évolution. Et il y a eu une consultation également organisée par le ministre Van den Broek. Il était possible de lui adresser toute réflexion, toute remarque pendant un temps limité, bien entendu, mais donc ce qui veut dire que ce texte n'est pas sorti, je dirais, de la tête de Frank Van den Broek. C'était un travail, certainement, on pourra dire que ce n'est pas complet, il y a encore pas mal de choses à faire, mais en tout cas, on a pu aller vers une clarification. Par exemple, en ce qui concerne la personne de confiance, la représentation, etc. Et donc, ce qu'il y a, ce sont les jalons aussi pour aller plus loin par après. C'est quoi aller plus loin ? Bon, on va y venir avec Thierry Monin, évidemment, mais c'est quoi aller plus loin ? Quels sont les droits qui ont été ajoutés ? Parce que la société évolue, la médecine aussi grandement. C'est par exemple le droit d'avoir un regard sur ma santé, sur mon dossier, et ne plus s'en référer au médecin tout-puissant qui décidait de ma santé, de ma vie. Ce qui est par rapport, par exemple, au dossier médical. Et ce n'est pas pour rien aussi que je prends la terminologie néerlandaise « patiëntendossier ». Donc, c'est notre dossier, c'est le dossier du patient. Et donc, en principe, on doit pouvoir avoir accès à ce dossier pour pouvoir ajouter éventuellement aussi certains éléments d'information qui sont bien nécessaires pour que le professionnel de la santé Parce qu'on se connaît bien, finalement. Prendre des décisions. On se connaît
bien, mais parfois c'est intéressant d'avoir le regard de l'autre. Et donc, par rapport à la consultation de ce dossier qui nous appartient, je le répète, c'est aussi important de le mettre en toutes lettres, de pouvoir avoir accès et de pouvoir aussi, quelque part aussi, limiter l'accès. Je peux, par exemple, dire que je ne souhaite pas qu'après mon décès, il y ait la possibilité de consulter mon dossier médical. Pour ne pas rhumer des choses par rapport à la famille et autres. Par rapport à la famille, mettons que par exemple j'ai fait le choix à un moment donné de l'euthanasie, mais je n'ai pas nécessairement envie que tout le monde soit au courant. Thierry Monin, en quoi est-ce que la LUS a donc été un fervent participant, on va dire, en tout cas dans l'étude et dans les propositions donc pour faire évoluer cette loi? À quoi sert d'abord, on va le dire, recadrez-nous un peu, la LUS et cette fédération francophone des associations de parents et de proches? Donc les associations de patients et de proches, donc il y en a plus de 90 dans notre fédération. Donc notre rôle, c'est vraiment de les soutenir dans leur activités au quotidien qui sont vraiment un travail avec les patients, donc écoute, information, via des groupes de parole. Donc c'est vraiment un travail de proximité avec les patients. Et donc il s'agit de les soutenir pour qu'elles puissent continuer à remplir leur mission, d'assurer de leur formation aussi. Et aussi, la LUS a un rôle important de relais des besoins des patients, donc à travers différents mandats qui nous ont été confiés ces dernières années. Donc on siège dans des commissions à l'INAMI, à l'Agence fédérale des médicaments, à la Commission fédérale des droits du patient, à la Commission de contrôle de la qualité. Donc c'est vraiment différents mandats dans lesquels on peut porter la voix des patients. Évidemment, après les avoir concertés, donc c'est-à-dire avoir discuté dans des réunions, par des rencontres, sur leurs besoins, ce qu'ils vivent sur le terrain. Et donc toute cette analyse des besoins, elle est importante pour travailler sur des législations qui soient quand même adaptées aux besoins des patients. Parce qu'on se rend compte, parfois, on prend des législations on ne voit pas très bien l'intérêt ou on ne rencontre pas toujours l'intérêt des patients. Et donc, en faisant ce travail de relais, on essaye d'adapter les mesures en matière de santé pour qu'elles soient vraiment au plus près des besoins des patients. En qualité, en accessibilité, mais ça on va le voir plus tard. C'est un monde étonnant, le monde de la santé. C'est à la fois beaucoup de pénuries chez les médecins, beaucoup de manque d'accès dans les campagnes et en même temps tellement de gros sous. On voit le prix des médicaments pour les firmes pharmaceutiques, on voit l'argent que se font certains spécialistes. C'est de plus en plus un besoin pour qu'en Belgique, l'État de droit et les mutualistes et la sécurité sociale puissent encore aider les citoyens et qu'on n'en arrive pas à des soins de santé comme aux États-Unis, par exemple, ou à plusieurs vitesses, où les très riches pourront rester en bonne santé et les très pauvres n'auront qu'à en mourir. C'est fondamental qu'il y ait un système de solidarité entre citoyens parce que, d'autant plus que nous, on fédère des associations de patients malades chroniques, donc avec parfois des problèmes de santé importants, des coûts de santé, des soins de santé très importants, avec des factures parfois importantes. Donc, si on n'a pas un système de soins de santé qui permet d'absorber une partie de ces coûts, pour les gens, ce sera quasiment impossible de se soigner. Donc, il est vraiment important de conserver un système de soins de santé qui permette à tous d'avoir accès aux soins, à la fois en termes d'accessibilité financière, mais aussi d'accessibilité géographique. Il ne faut pas faire 50 km pour rencontrer un médecin ou aller dans un hôpital. Et tout ça est quand même de plus en plus remis en question par un contexte lié à la pénurie de soignants, mais aussi il y a eu des mesures de restriction budgétaire. Il y a effectivement des phénomènes de commercialisation, une forme de privatisation des soins de santé qui nous paraissent inquiétantes. Donc tout ça remet en cause finalement les droits du patient au sens large, pas nécessairement ceux de la loi des patients, mais de manière plus large, le droit de pouvoir être soigné dans de bonnes conditions et à un prix accessible. Parce que ça nous regarde tous évidemment. Une fois qu'on est en bonne santé, on n'y pense absolument pas. Et puis quand le malheur vous frappe ou les ennuis, de manière épisodique, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc la solidarité est très importante. En matière de solidarité, d'accès justement à ces soins, encore faut-il pouvoir avoir accès. C'est pas parce que le cadre légal a été posé et que les fédérations existent, mais dans les maisons médicales, c'était une révolution tout de même, ces fameuses maisons médicales. C'était une réelle révolution
au niveau d'une logique de santé participative. Et pour aller un pas plus loin à ce que Thierry disait, bien sûr, on a fait un pas énorme en réfléchissant à l'approche holistique. On en a beaucoup parlé, d'avoir un patient, un usager qu'on prend au niveau physique, psychique, social, où on considère que l'approche spirituelle, religieuse est importante. Mais ce qui est peut-être encore plus important, si on veut parler d'une accessibilité des soins, c'est d'arriver à réfléchir dans la transversalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'une politique de santé, elle ne se balade pas là toute seule, elle doit s'ancrer. Elle doit s'ancrer dans une politique de logement, dans une politique d'école, dans une politique d'emploi, dans une politique de gestion de l'environnement, etc., etc. Et qu'il est beaucoup plus intelligent de se dire, tiens, on travaille par exemple une qualité du logement, eh bien on aura un impact sur des pathologies chroniques dont on s'occupe. On parle de l'accessibilité. L'accessibilité, au premier regard, on se dit c'est économique. Mais les freins à l'accessibilité sont multiples. Tu en as cité quelques-uns. Le géographique, l'économique, évidemment. Mais il faut aussi voir tous les freins au niveau du culturel. Franchir des portes, être avec des statuts fragiles. Bon, il faut déjà un certain toupet pour franchir l'hôpital, pour se dire, tiens, mais est-ce que vous avez votre carte d'identité? Est-ce que vous avez votre carte dynamique? Etc., etc. Et on voit que toute cette lourdeur administrative, oui, on a droit. Beaucoup de gens passent en dessous de... Mais alors, on est sous les radars. Radar, Et être en dessous des radars, ça veut dire qu'on se fait le plus petit possible et qu'on arrive pour finir à l'hôpital quand la situation est vraiment catastrophique. Et ça, Fanny, en tant que secrétaire des maisons Fanny médicales... Dubois, qui n'a pas pu être présente avec nous pour raison de travail, Voilà. mais qui est secrétaire générale de la Fédération des maisons médicales. Ça représente 139 maisons médicales, c'est la plus grosse fédération. Tout à fait, soulignait bien ce matin combien l'important était l'accueil, et l'accueil physique. Ouvrir une porte, être là pour recevoir quelqu'un, écouter. Et vous avez entendu les accompagnants laïcs, c'est un des points importants, c'est d'offrir une bonne oreille à quelqu'un qui est en situation de demande. Mais comme je dis toujours, avoir une bonne oreille ne suffit pas. Parce que écouter pourquoi, écouter quoi, et qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a écouté, il faut savoir aussi orienter et déconstruire ce qui vient d'être dit. Et ça, c'est le boulot de l'accompagnant dans le cadre du service laïque des 2 personnes. Thierry Monin, il y a aussi évidemment le problème de la fracture numérique, j'imagine. Enfin, moi, quand je prends un rendez-vous maintenant, je vais sur Internet ou je téléphone, mais au téléphone, il faut taper 1, 2, 3. On peut même prendre son rendez-vous sans parler à personne, je veux dire, et c'est l'ordinateur qui me répond. Ça, vous le rencontrez aussi. Donc, ce côté solidarité, participation, c'est extrêmement important. Et est-ce que les gens le savent, qu'ils peuvent se tourner vers vous aussi pour toutes ces aides-là? C'est vrai que l'année dernière, on a publié un plaidoyer concernant les inégalités numérique. On a vraiment identifié toute une série d'obstacles et effectivement, en matière de santé, ça devient crucial, important de pouvoir agir sur cette problématique. Les associations de patients essayent de développer en tout cas des formes d'accompagnement ou de soutien des patients pour une série de démarches, mais elles sont aussi limitées dans leur pouvoir d'action parce que faute de moyens humains et financiers, donc elles fonctionnent vraiment sur du bénévolat, donc c'est pas toujours possible. Il faut, au niveau de la LUS, nous revendiquons qu'on remette des guichets humains où on peut accueillir les gens de manière leur expliquer pour la prise de rendez-vous. Effectivement, c'est pas acceptable qu'on ne doive aller sur Internet pour prendre rendez-vous. Et que la confirmation me revient par mail. Donc, si je n'ai pas de boîte mail, si je n'ai pas d'ordinateur, je veux dire, je suis perdu. On est perdu, effectivement. Donc, toute une série de gens sont écartés de la possibilité de prendre des rendez-vous, ou ils le font, on ne sait pas trop comment. Ou ne le font pas. Ou ne le font pas, effectivement. Donc, la question de l'accès au droit se pose vraiment par rapport à ça. Et donc, je pense que cette question-là va devoir... on va devoir mettre des moyens dans les hôpitaux pour remettre des gens, et même dans les autres institutions, remettre des gens au guichet pour
pour favoriser ce contact, la prise de rendez-vous. Sinon, il y a une série de gens qui vont disparaître des radars. Et donc parce qu'il y a les prises de rendez-vous pour les traitements, mais aussi la prévention. Ça, on oublie, c'est encore pire, évidemment. Donc, en matière de prévention... Et donc, ça, c'est vraiment un énorme problème. Je vois bien le glissement qui se passe avec les accompagnants laïcs quand j'analyse ce qui est demandé, mais ils jouent de plus en plus médiateurs. En fait, le rôle s'élargit. Oui, pousser sur le 1, c'est ça qu'on vous a dit de faire. Vous entendez, et de les accompagner dans des démarches où on se dit, mais non seulement on ne paye pas le personnel, mais alors on doit libérer du personnel bénévole pour faire, au fond, ce qu'on n'arrive pas à faire avec une machine. Guider dans les méandres de l'administration. Et ça, c'est vraiment le problème majeur, c'est que oui, on a beaucoup de droits, il y a beaucoup d'associations qui existent, mais les connaître, c'est très complexe. Et même pour les aidants, et vous me demandiez tantôt pourquoi j'organisais cette journée, mais tout simplement pour informer des bénévoles, pour qu'ils sachent que le déclic se fasse. Tiens, il y a des droits qui ne sont pas appliqués, comment je peux mettre mes pieds ? Ils n'ont pas de réponse aujourd'hui, ce qui est même possible, c'est pas grave, mais ils savent qu'ils doivent s'informer. Je leur donner des relais, vraiment, offrir des relais aux gens humains, cool, prendre ton téléphone, tiens, t'as une idée. Jacqueline Remans, est-ce que ce cadre légal oblige les structures de soins, les hôpitaux, à ne pas laisser des gens sur le côté ? Je vais prendre déjà un aspect fondamental, c'est l'information. L'information, ce n'est pas ni sur Google, ni sur, je dirais aussi, votre téléphone. Quand vous tapez sur It's Me ou quoi, It's Me ne donnera pas les réponses. Donc, il y a vraiment ce côté humain qu'il faudrait replacer au centre des préoccupations. Et ce côté humain, je dirais que c'est justement l'occasion. On a les élections communales. C'est aussi à ce niveau-là que l'on devrait permettre à des personnes d'avoir des guichets d'information. Ça peut être pour le logement, mais ça peut être aussi pour des questions de santé, justement. Là, ça devrait vraiment être développé. Et donc, sur la base de la loi, oui, il y a cette question de l'information qui est primordiale. Et l'information, c'est pas seulement l'information que l'on reçoit, c'est l'information que l'on donne en tant que patient. Donc oui, cette loi nous oblige en ce qui concerne les structures que l'on devrait mettre en place pour replacer l'humain au centre de nos préoccupations, très certainement. Parce qu'évidemment, je ne sais pas si vous avez vu comme moi, mais des tests ont été faits entre l'intelligence artificielle qui libère un diagnostic à un patient. Il va plus vite, plus loin et parfois mieux qu'un coup de fil à un véritable médecin. C'est pour ça que c'est une erreur de parler d'intelligence artificielle. C'est pas aux citoyens à régler ça, à ne pas... C'est de l'information éventuellement, ça permet éventuellement d'aller plus rapidement par rapport à des études qui peuvent être faites évidemment d'une autre manière que quand c'est simplement le cerveau humain qui peut agir. Mais de toute façon, ça doit être un outil qui peut aider, ça ne doit pas être une obligation. Là, c'est certain. Et ça, c'est le cadre légal qui doit s'en occuper, c'est l'État qui doit mettre les barrières. C'est le cadre légal, c'est plutôt l'organisation. C'est de mettre en place des structures qui permettent justement de répondre à cette question de la fracture numérique. Ça, c'est un fait. Mais ce que je vois, c'est qu'effectivement, en ce qui concerne une partie de la population vulnérable, je ne vais même pas aborder la question des SDF, mais prenons les personnes qui sont en maison de repos. Quelles sont les possibilités pour ces personnes en maison de repos pour accéder aux soins ? Elles en ont dans leur maison de repos, en théorie. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Les maisons de repos et de soins, oui, et encore. Là, il faudrait vraiment, je dirais, se pencher sur cette question, aussi au point de vue du droit de plainte, quand les choses ne se passent pas bien. Mais la crise Covid nous a révélé que, justement, il y avait un manque en ce qui concerne la possibilité d'apporter des soins en maison de repos.
C'est quand même fou, Thierry Monin, que ce soit la société civile, des patients qui se fédèrent autour d'un même combat, qui doivent prendre ça en charge, et pas uniquement l'État, mais tout va tellement vite. Vous ne vous sentez pas parfois un peu découragé le matin que vous vous levez en disant mais comment on va, ça va trop vite, on a beau donner. C'est sûr, quand on voit les choses, on se dit effectivement il y a encore beaucoup de combats à mener, mais on voit quand même que ces dernières années, en tout cas, on a été mieux entendus en tant que représentants des patients. Donc ça, il y a des signes forts qui montrent que les patients commencent à trouver leur place dans le système de santé, politique de santé. Il a fallu longtemps, mais maintenant c'est une chose qui devient presque normale. Et au point que même les patients participent à la formation des professionnels. Maintenant, on a un groupe de patients formateurs à la LUS qui va former des futurs professionnels, des professionnels sur leur vécu de la maladie, et donc les sensibiliser à prendre en compte toute une série de dimensions propres aux patients. Donc je crois que le système évolue, mais il reste beaucoup d'enjeux et qui nous dépassent. Et donc, Mais soyons positifs, la Belgique est quand même bien dans la marche, là, non ? Par rapport à d'autres pays dans le monde, Jacqueline, André, Thierry. Certainement, au point de vue de notre système de sécurité sociale, il n'est pas parfait. Il reçoit des coups de victoire. Mais quand on compare avec d'autres pays, on peut s'estimer encore heureux. Mais justement, il faut préserver ce système de sécurité sociale. Il faut vraiment être très attentif à ne pas perdre cette solidarité qui a été mise en place après la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas, je dirais, quelque chose qui a existé de tout temps, mais c'est après la Seconde Guerre mondiale que l'on a mis en place ce système de sécurité sociale. Donc il faut absolument préserver ce système de sécurité sociale. Qui concerne tout le monde. Absolument. Et si je peux peut-être faire une toute petite parenthèse en ce qui concerne la définition des droits du patient, j'ai quand même un regret par rapport à la loi que l'on a revisitée. On aurait souhaité que soit intégré dans la définition des soins de santé l'IVG et l'euthanasie. Et devinez quel est le parti qui s'y est opposé ? Un parti qui sera demain au pouvoir et qui est toujours au pouvoir. Là, on touche à des questions éthiques, évidemment. Et donc, on touche les questions éthiques, mais les droits du patient, c'est bien une question éthique. Bien sûr. Respecter les volontés, les choix de vie des patients, on est vraiment dans le domaine éthique. On a vu les propos du pape il y a quelques jours, quelques semaines, qui ont quand même choqué tout le monde. Donc on voit qu'en Belgique, notre cadre légal... Pour aller un cran plus loin, c'est vrai qu'on ne sait pas discuter droit de patient sans se positionner au niveau d'éthique. On a beaucoup parlé de l'information. Et ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que l'information demande du temps. Du temps, du personnel. Et c'est pour ça que je disais, tout va tellement vite que c'est le temps qui manque aussi. Le pressing dans lequel doivent travailler les travailleurs de la santé dans les hôpitaux, dans les MRS, etc. Franchement, à qui on avait promis monts et merveilles post-Covid, après-Covid, et en fait, non, pas du tout. Et se battre pour la qualité des soins, c'est aussi se battre pour qu'on libère les budgets et qu'on priorise aussi certains domaines de la qualité de vie, dont la santé, évidemment. Allez, Inch'Allah. Qui est également la qualité au point de vue des professionnels de la santé, et qu'ils aient également la possibilité de développer leurs compétences. Et ça ne se fait pas par ordinateur ou quoi, ça se fait par le contact humain. Voilà, ce sera le mot de la fin. Cette émission est à son terme. Merci à vous, vous trois, Thierry Monin, Jacqueline Hermance et André Poquet d'avoir été là ce soir. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir choisi de nous écouter. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci, à très bientôt.